Je suis Georges Cavren, soldat milicien, classe 40, ici au fort. Et en arrivant ici au fort, donc je suis rentré ici le 31 janvier 40, et à midi. Et alors, on a patienté pendant 2-3 heures dans le baraquement qui se trouvait ici sur la plaine devant l'entrée du fort. Et dans l'après-midi, on est parti en rang avec nos valises, tout ça, jusqu'au village de Ronc. Et là, nous avons été logés dans la salle du patronage. Et alors, quelques jours après, il y avait eu un baraquement que nous avons pris notre position dans le baraquement. Et pendant ce séjour-là, qu'on n'a fait que de l'école à pied dans le village, on partait une semaine, on restait une semaine là-bas, puis on revenait une semaine ici au fort des Bénémals. Et ça a duré environ 2 mois, ça. Et puis alors, nous sommes arrivés définitivement ici au fort des Bénémals. Et là, j'ai été désigné pour la première batterie, donc pour les armes lourdes. Et en même temps, j'ai été désigné pour la chose comment, donc la casemate visée 1. Et là, j'ai commencé l'instruction, donc au canon, tout ça, et c'était sans interruption. L'école à pied également, et l'instruction depuis le matin jusqu'au soir. On n'était jamais en contact avec les autres anciens de ma batterie, donc on était toujours à part. Et alors, cette instruction-là a duré jusque, disons, qu'on est parti en captivité, enfin. Donc, ayant été désigné pour la casemate visée 1, j'ai été d'abord désigné pour les soutes à munitions, mais comme il manquait des hommes dans ma casemate, j'ai dû aller dans l'ouvrage même, sur la pièce numéro 1. Et là, j'ai commencé la guerre, quand je suis arrivé, là, j'ai commencé la guerre au premier canon, et c'est moi qui faisais des réglages et tout ça, des canons, et qui a tiré. Et après, donc, quelques heures, les Allemands sont venus tirer. J'ai eu de la chance, j'ai réussi. Ils sont venus tirer même dans le tube de mon canon, tout ça. Ma première pièce, c'est la partie, disons, qui déclenchait le tir qui a été arraché. Et heureusement, je n'ai pas eu que des bricoles comme incident. Et alors, j'ai continué à la deuxième pièce. Et alors là, pour finir, ils ont mis vraiment les 2 pièces hors combat. Nous n'étions plus évidemment qu'une poignée d'hommes, parce que même pour remonter dans la casemate qu'on avait d'abord évacuée une première fois, pour remonter, nous n'étions plus que 3 militaires de la casemate même. Et sur ce fait-là, alors, le commandement a envoyé des sous-officiers et même un officier qui est venu. Et nous sommes remontés à 3 dans la casemate. À 4. Et là, nous avons encore effectué des tirs avec officiers et sous-officiers ensemble. Et puis on a reçu l'ordre d'évacuer d'abord parce qu'ils sont venus tirer dans nos tubes de canon et les 2 premières pièces ont été mises hors service. Ensuite, nous sommes redescendus et on a fait le barrage, encore monté de garde là pendant quelques heures, et ensuite on m'a envoyé pour monter de garde au-dessus des grands escaliers en direction de la prise d'air principale du fort. Là, j'étais avec un fusil mitrailleur couché à plat ventre, et quand il y a eu la dernière explosion violente à la casemate Maastricht 1, j'ai été projeté à 4 mètres de distance. Et alors, à un moment donné, ça a été la panique ici dans tout le bazar. Et alors, ça a été la débandade. On est parti dans tous les sens ici. Et quand il y a eu la grosse explosion, qu'ils ont mis des charges creuses à l'entrée, eh bien, à ce moment-là, j'ai été projeté à 4 mètres de distance, mentonnière, casque arraché, et je me suis trouvé avec des blessures, mais non apparentes au dos. Donc, on m'a descendu à
salle de choses, la salle de souhait. Et là, pendant, c'était la fin, combien, 1 heure ou 2 après, le fort se rendait. Donc à ce moment-là, je me suis rhabillé et je suis parti avec les autres 2 pieds malgré ma douleur. Donc. Pour moi, c'était une magnifique construction. Et tous les ouvrages, je dois dire, de béton, tout ça, étaient très bien faits. On avait sur le massif du fort, pour un massif de 44 hectares, ce qui était regrettable, c'est le regret que je fais le seul reproche, c'est que comme défense aérienne, c'était nul. Il y avait 4 mitrailleuses Maxim pour défendre un massif de 44 hectares. C'était risible, enfin ça. Ou sinon, je dois dire que les casemates, il y avait 4 casemates, il y avait deux casemates Maastricht 2 en direction de Maastricht, et alors visée 1, visée 2 en direction de Visée, plus alors il y avait 2 coupoles de 75, il y avait coupole nord, coupole sud, dans chaque coupole il y avait 2 canons de 75, et alors il y avait au centre du fort il y avait la coupole de 120, c'était 2 coupoles de canons de 120. Non. Et puis alors, il y avait les différents ouvrages avec des canons de 60 mm, qui étaient des canons anti-chars, et des mitrailleuses Maxim. Et alors, chaque ouvrage avait également son poste d'observation, enfin. Non, je dois dire, c'était bien, mais pour moi, le fort n'a pas été bien défendu. C'est pas bien comporté, on n'a pas été bien dirigé, pour moi. C'est-à-dire, il y avait le service normal donc, et les gardes, parce que donc, il y avait gardes à la poterne d'entrée, puis il y avait des gardes sur le massif du fort, puis il y avait des gardes quand vous montez là sur la droite du fort et vous allez vraiment au bord du canal Albert, tout près de l'ouvrage, là, il y avait une garde, une montée de garde aussi, puis dans la tranchée de Caster, il y avait le bloc sud et le bloc nord, là il y avait une garde à chaque bloc, de chaque côté. Puis il y avait ici dans la tranchée, ici sur la gauche du fort, il y avait également là 2 gardes, et puis à l'entrée du fort. Non, à mon avis, il y avait des gardes en suffisance. Mais à mon avis, c'était pour moi, les plus grands responsables, c'était les officiers qui dirigeaient l'histoire. Et évidemment, alors, il y avait des sous-officiers aussi qui en profitaient. Quand je pense que la surface du fort était de 44 hectares et que pour défendre la superstructure contre l'aviation, il y avait 4 malheureuses mitrailleuses Maxim pour défendre une surface de 40 hectares. Vraiment une honte, enfin. Alors, évidemment, les Allemands sont arrivés, ils ont venu lâcher quelques bombes sur le massif du fort, et puis ensuite, ils ont lâché et ils ont emmené 9 planeurs dans lesquels, dans chaque planeur, il y avait entre 5 et 7 aéroportés. Alors, ils sont atterris pratiquement comme un exercice sur le massif du fort. Donc, en arrivant alors directement au massif du fort, c'est ainsi qu'ils sont venus tirer dans ma casemate, directement dans 2 canons, et que d'autres casemates, il y a des casemates qui ont été complètement mises hors service. Donc, hein. Et chaque douche était bien séparée des autres. Et donc on pouvait se déshabiller complètement. Il y avait des porte-manteaux, disons, vraiment compris avec les briques dans le mur. Et
avec donc, eau chaude et eau froide. Hein. Regardez, avec les chaînes là, qui commandaient les douches. Là. Il y a toujours l'aération également. Regardez les trous là dans le mur, pour le chauffage. Les trous là. Voilà. Voilà, tous nos repas, on venait chercher notre nourriture ici aux cuisines, mais personne ne mangeait là. C'était distribué sur l'entrée de la porte. Et on retournait tous nos repas, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le souper, se faisait dans nos chambres. Nous sommes ici au début des escaliers pour monter à l'étage intermédiaire. Et ici, il y a 116 marches à monter. Il se trouve 21 mètres plus haut que ici, l'étage, la surface. Et là, c'est l'ascenseur principal par où on montait les munitions pour aller dans les soutes à munitions. Donc, chariot à munitions dans lesquels il y a les obus et les douilles étaient ici dedans, là. Voilà. Et il y avait 4 bacs comme ça, là, à l'avant, hein, avec les douilles de munitions. Et les obus étaient là dans le fond. Les douilles, dans les soutes à munitions, et puis on rechargeait le chariot, enfin. Hein. Mais il y avait toujours ces douilles-là. Hein. On ne pouvait pas s'en faire quitte, donc. Hein. Donc, la veille de la guerre, donc, vers la fin de la journée, après sa journée de travail, parce que mon papa travaillait à la Fabrique nationale de guerre à Herstal, et on habitait à ce moment-là à Millemort, donc au-dessus de Herstal, et il est venu me dire bonjour. Et, je ne savais pas du tout, je ne savais pas. Et le lendemain, j'ai été surpris, c'était la guerre. C'était la toute dernière fois que j'ai vu mon papa. Et alors, mon papa, nous, où j'habitais à Millemort, on était vraiment à la limite de Millemort avec le fort de Pontus. Disons qu'à vol d'oiseau, entre ma maison et le fort de Pontus, il y avait combien? 1 kilomètre et demi. Et disons, ma maman ayant peur de la guerre, elle a voulu partir, ils sont partis. Et arrivé, je ne sais pas, à Anse, les Allemands étaient devant eux. Ils ont fait demi-tour, ils ont logé une nuit à Votem, puis ils sont revenus à la maison. Et comme le fort de Pontus était cerné, que les Allemands étaient dans toutes les campagnes, ils ont vu mes parents rentrer, et les Allemands de suite sont venus. Et mon père venait de se déshabiller. Et mon père était un armurier, un armurier qui travaillait à la Fabrique nationale de guerre à Herstal. Et quand nous sommes nés, malheureusement, mon papa, en rentrant, s'était déshabillé immédiatement et occupé à cacher des armes et des munitions. Et les Allemands, donc le foulier, l'ont arrêté immédiatement avec ma maman, sont partis à travers les campagnes depuis Millemort jusqu'à Oupey, au-dessus du tiers d'Oupey. Et au-dessus du tiers d'Oupey, là, il y avait un bureau de tir des Allemands qu'ils avaient installé. Il a été questionné, là. Mon papa a été gardé. Ils l'ont renfermé dans une cave pendant une semaine. Et ma maman est revenue donc, à travers campagne, comme ça, toute seule. Et quand les soldats du fort de Pontus qui s'étaient rendus sont passés là au tiers d'Oupey, on l'a mis dans le rang avec eux. Et puis il est parti en rang avec eux, de pied jusqu'à Maastricht, puis de Maastricht Sittard, et puis Hersberg, la première gare allemande, là dans le train, et puis parti dans le camp d'extermination, lui. Et alors, disons, au mois d'août 40, décédé déjà dans le camp d'extermination. Moi, j'étais prisonnier en Allemagne, mais je n'étais que 9 mois prisonnier, parce qu'ils ont prétendu que j'étais flamand, parce que j'étais né à Bruxelles, moi. Seulement, je ne savais pas un mot de flamand. Et nous étions une dizaine du même village de Millemort. Et moi, je ne voulais pas dire que je savais le flamand, parce que, première, que j'étais flamand, parce que je ne savais pas un mot de flamand. Et il y avait un Anversois, un traître, qui venait questionner pour voir si on savait bien le flamand. Tout ça. Et il faisait revenir les flamands. Et
ceux des autres mille morts, tu es un imbécile, ceci et ça, tu as qu'à tenter ta chance et tout ça, mais je ne sais pas de flamand. Et c'est encore maintenant, je dis que c'est la plus grande chose de ma vie, c'est qu'au moment où on m'a appelé, un officier allemand est venu chercher le Verdinazo est parti avec. Alors sur les 9 mois, j'avais déjà appris un peu l'allemand, j'ai su répondre tous ces officiers allemands, c'est comme ça que je suis revenu. Je dis encore maintenant que c'est la plus grande chose de ma vie. Et alors, j'ai eu la chance que des Flamands, vraiment des braves types, m'ont dit qu'on peut revenir, parce que dans le train, il y a des autres Flamands qui m'auraient dénoncé. Donc, et alors, ils m'ont dit, tu te tais, tu ne dis rien. Et alors, on s'arrêtait à certains endroits pour nous ravitailler, tout ça. Et alors, on ira te chercher la nourriture, mais tu te tais, tu ne parles comme ça. Et alors, arrivé à Anvers, il était libéré, et alors là, je me suis senti libre, bien vite signé, sauter dans le train jusqu'à Bruxelles, et puis de Bruxelles, reprendre le train jusqu'à la gare des Guillemets. Et alors, c'est quand je suis arrivé à la gare des Guillemets, où une dame de mon village qui venait voir toujours les jours pour voir si son fils ne revenait pas, qui était prisonnier de guerre aussi. Et elle est revenue, et c'est elle qui m'a dit que mon papa était mort, tout ça. Et alors, de rage et de colère, environ 9 mois après, je me suis mis dans la résistance, le mouvement de l'armée de libération. Et alors là, j'en ai vu pique-porte, et heureusement, j'ai passé à travers tout. La grande chose de ma vie, parce que plus d'une fois, je suis venu ici, à Cannes, vraiment à la frontière, chercher des prisonniers, des prisonniers anglais ou américains qui s'étaient sauvés, et partir de pied jusqu'à Liège, au centre de ville. Et là, je les remettais à des autres qui partent pour les conduire et qui retournaient en Amérique, en Angleterre. Ça, je l'ai fait plus d'une fois. Oui. Voilà ma petite vie, ma petite guerre à moi.